Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil. Le podcast d'actu de l'AFP. Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Dans cet épisode, Sur le fil se penche sur des événements sombres et méconnus de la fin de la Seconde Guerre mondiale, dont on commémore ces jours-ci le 80e anniversaire. Saviez-vous qu'en Allemagne, occupée par les Alliés, entre 1946 et 1951, des enfants nés d'union entre des soldats français et des femmes allemandes ont été arrachés à leur mère pour être adoptés par des familles françaises et ainsi repeupler la France. Du jour au lendemain, environ 1500 enfants ont changé de nom, de prénom, de pays. Beaucoup de ces enfants devenus adultes ne savent même pas qu'ils ont été adoptés. D'autres, aujourd'hui âgés de près de 80 ans, l'ont su et ont cherché à retrouver leurs racines allemandes et attendent une reconnaissance de l'Allemagne et de la France. C'est le cas de Claudine Spier, qui a grandi en région parisienne. Mes collègues David Cantigno et Ulrike Koltermann l'ont rencontrée chez elle. Pour comprendre pourquoi et comment la France a favorisé ces adoptions, j'ai appelé Yves Denecher, historien à l'Université d'Angers et spécialiste de l'adoption internationale. Sur le fil. Alors ça, c'est Erika, ma mère. Ça aussi, c'est elle avec je ne sais pas qui. Là, c'est elle, et là, c'est sa fille. Alerte et élégante dans son chemisier de soie blanche, Claudine Spier désigne une femme souriante sur des photos aux couleurs délavées, sa mère biologique. Claudine est née à Fribourg, en Allemagne, en 1946. Ses parents ont alors une vingtaine d'années. À cette époque, l'Allemagne, vaincue et sans gouvernement, est occupée par les 4 puissances victorieuses, l'URSS, la Grande-Bretagne, les États-Unis et la France. Les soldats français occupent la zone le long de la frontière avec la France. Son père est l'un des soldats de la première armée française, basée dans la zone française d'occupation. Elle était jeune, elle avait 19 ans quand elle était enceinte. Tout juste 20 ans quand je suis née, et ses parents l'ont obligée. Une première fois, sa mère, qui paraît-il était un petit peu rude, sa mère l'a emmenée auprès des autorités françaises pour signer l'acte d'abandon. Elle a refusé, donc elles sont reparties. Ça, c'était en janvier de 1947, et en juin, elle a finalement accepté de signer. La mère de Claudine a subi la pression de sa famille qui n'envisageait pas d'élever un enfant de l'ennemi, comme on disait, et aussi la coercition des autorités françaises. En mars 1946, le gouvernement militaire ordonne aux autorités allemandes de signaler tout enfant dont au moins un des parents est ressortissant français. Sans scrupule, les autorités françaises ont organisé ces procédures d'abandon. On écoute ma collègue Ulrike Koltermann. C'était la situation après-guerre. La France avait un problème comme tous les pays. Il n'y avait pas assez d'enfants. On voulait repeupler la France et il y avait une idéologie de populationnisme. Mais avant de continuer, le populationnisme, c'est une idéologie qui est favorable à l'accroissement de la population d'un pays par tous les moyens, y compris par l'immigration. Mais retrouvons Ulrike. Et on considérait des enfants nés en Allemagne avec un père français comme des petits Français qu'il fallait amener en France. Il y avait des officiers de recherche français dans la zone française en Allemagne qui sont allés dans les maternités à parler avec les femmes, à les convaincre d'abandonner leurs enfants. Ils avaient le formulaire dans leur poche où les mères pouvaient signer qu'ils abandonnaient tous les droits actuels, futurs et à leurs enfants et qu'ils n'allaient plus jamais entrer en contact avec leurs enfants. Une fois abandonnés, les enfants sont regroupés dans des pouponnières. Selon l'historien Yves Denecher, une sélection est réalisée avant de les proposer aux œuvres d'adoption qui organisent les transferts des enfants vers la France. Cette période-là, c'est l'occasion d'évaluer, j'ai envie de dire, le potentiel de l'enfant. Si on a un enfant qui est en bonne santé, qui se développe bien, qui a un bon développement mental, solide, costaud, eh bien ça, ce sont ces enfants-là qu'on veut pour la population française. Si l'enfant présente un certain nombre de défauts de développement, eh bien là, l'attitude des autorités françaises va être très différente. Donc il y a une espèce de tri, de sélection de ces enfants. On propose plutôt des petits-enfants qui sont en très bonne santé, qui sont blancs, qui présentent
toutes les garanties de bon développement. D'ailleurs, les œuvres d'adoption refusent les propositions de la pouponnière qui leur dit regardez, là, nous avons des petits-enfants qui sont colorés, des cheveux crépus, etc. Ces œuvres d'adoption disent mais comment vous pouvez seulement imaginer qu'on va proposer ces enfants-là aux familles adoptantes? Il n'en est même pas question. Donc cette notion, vous voyez, de tri, de sélection, elle est très importante dans cette affaire. À l'époque, 60% des soldats français d'occupation sont issus de pays du Maghreb et d'Afrique subsaharienne. Les enfants métis ne correspondent pas aux critères, ils sont écartés. Le père de Claudine est maghrébin, mais comme elle le dit, elle a eu de la chance. Effectivement, il y avait un tri qui a été fait et j'ai su très tardivement, il n'y a pas très longtemps, que j'étais dans la liste des enfants qui ne pouvaient pas être proposés à l'adoption parce qu'à l'époque, j'étais trop teintée, comme il disait. Trop teintée, il pourrait plus employer ce terme aujourd'hui. La direction de la pouponnière, le but, c'était quand même qu'il y ait un maximum d'enfants qui soient adoptés. Donc, j'ai dû, par chance, peut-être être proposée, et mes parents, j'imagine leur réaction si on leur a dit cette petite fille, elle a le teint un petit peu foncé, pour eux c'était pas un problème. Donc je pense que c'est ça qui m'a sauvée entre guillemets. En avril 1948, la petite Margaret, pour l'état civil allemand, devient Claudine, en arrivant dans une famille, un couple d'ouvriers de banlieue parisienne. Son adoption n'a rien de secret, la petite fille vit une enfance heureuse et sans histoire. Elle a trouvé plus tard un emploi comme assistante de direction, puis s'est mariée. C'est à la cinquantaine que Claudine, mère de 4 enfants, ressent le besoin de replonger dans ses racines. Elle part à la recherche d'Erika, sa mère biologique. Je pense qu'à un moment, on a besoin de savoir d'où on vient, même si mes parents sont mes parents. J'ai pas d'autres parents que ceux-là. C'est clair, c'est indéniable. J'avais besoin de savoir. Je connaissais l'identité de ma mère biologique, puisque sur mon extrait d'acte de naissance allemand, elle figure, bien sûr. Je ne savais rien quant à mon père biologique. Bon, voilà, mais et on a retrouvé ma mère biologique assez facilement. Puis la rencontre avec Erika a lieu dans le hall d'un hôpital en Allemagne. D'une manière très bizarre, raconte Claudine. On était obligés de se rencontrer dans un lieu public parce qu'elle n'a jamais rien dit à son mari ni à ses enfants. Donc c'était un peu difficile, elle ne pouvait pas me rencontrer ailleurs. Donc la première fois, on s'est rencontrés dans ce hall de l'hôpital d'Offenbourg. Et la seconde fois, puisque je l'ai vue 2 fois seulement, la seconde fois, c'était quand même dans un lieu un peu plus convivial, c'était un salon de thé. Il n'y a donc eu que 2 rencontres avant la mort de sa mère, le temps de savoir une chose essentielle pour Claudine, l'existence d'une histoire d'amour entre ses parents biologiques. Elle me l'a dit spontanément, elle m'a dit que c'était une histoire d'amour, qu'il n'y avait pas une histoire de viol, puisqu'on a beaucoup parlé de choses comme ça, et qu'il y a eu. C'est un peu ce que je redoutais d'ailleurs quand j'ai commencé les recherches. Mais rien sur son père biologique. Ces adoptions organisées par l'État français cessent en 1951, suite à la création de l'État fédéral allemand. Pour l'historien, il n'y a plus de vide juridique dont les autorités françaises avaient profité jusqu'alors. Et du côté français, il va y avoir un peu un bras de fer entre d'un côté les tenants du populationnisme qui veulent continuer à récupérer ces enfants et de l'autre côté les diplomates, notamment le Quai d'Orsay, qui dit mais attendez, maintenant ça change tout, en face de nous on a un État allemand, les Allemands vont nous reprocher de faire de l'eugénisme, vont nous reprocher de faire de la sélection, du tri d'enfants. Cette position va être intenable pour la France. Aujourd'hui, même si elle ne parle pas du tout l'allemand, Claudine Spier est très heureuse de montrer son passeport allemand, le symbole de la moitié de ses origines. Claudine n'a aucune intention de se lancer dans une action en justice. D'ailleurs, les faits sont prescrits. Mais ce qu'elle attend, c'est la reconnaissance par la France et l'Allemagne de la violence subie par les enfants.
Je trouve ça monstrueux. Je trouve ça monstrueux de la part de l'État français. Je trouve ça monstrueux de la part des autorités allemandes de l'époque qui ont accepté de jouer ce jeu-là. Et puis les familles qui se sont débarrassées de leurs enfants, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, c'était se débarrasser d'un objet encombrant, d'un paquet encombrant. Ses recherches sur son passé lui ont permis au moins de reconstruire l'histoire familiale pour sa descendance. Il y a 3 ans, elle est devenue arrière-grand-mère. Et cette arrière-petite-fille a pour prénom Charlie Margaret, le prénom de naissance de Claudine. Merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup également à David Cantigno et Ulrike Koltermann. Si vous avez aimé cet épisode, alors n'hésitez pas, abonnez-vous. Je suis Emmanuelle Bayon, à bientôt.